Si Macron continue ainsi, la France finira tôt ou tard par être classée parmi les pays pauvres. Regardez ce qu'il a fait, le monde entier œuvre pour un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine, même Trump y travaille, et lui, à ce moment-là, propose de créer une armée européenne pour lutter contre Poutine. Il veut entraîner toute l'Europe dans un piège. Poutine et Trump viennent de tenir des discussions, et lui, il envoie immédiatement Zelensky à la Maison-Blanche. Je ne sais pas ce qu'il en retirera réellement. Je ne peux pas imaginer qu'un leader aussi irresponsable existe. Citoyennes, citoyens, ce que nous vivons n'est plus une simple crise, c'est un séisme politique. Une faille gigantesque traverse les fondations de l'Union européenne. Et en son épicentre, Emmanuel Macron, président fragilisé, chancelle, face à une confrontation frontale avec l'Italie de Giorgia Meloni. Sommes-nous à la veille d'un séisme politique en Europe ? À Bruxelles, une nuit explosive a opposé Emmanuel Macron et Giorgia Meloni. Et ce choc pourrait bien précipiter l'Union européenne vers sa plus grave crise. Citoyennes, citoyens, ce qui s'est passé n'est pas un simple désaccord diplomatique, mais une confrontation historique qui menace l'équilibre même de l'Union européenne. Au cœur du sommet européen, sous les projecteurs, Emmanuel Macron et Giorgia Meloni se sont affrontés frontalement. Des accusations directes, des mots tranchants, des menaces à peine voilées, cette scène inédite révèle une fracture profonde entre les élites technocratiques de Paris et de Berlin et les peuples souverains du Sud en quête de liberté. Oui, on sent bien que l'Europe traverse une zone de turbulence, mais là, ça dépasse la simple crise politique, non ? On parle vraiment d'une secousse, comme une faille qui s'ouvre au cœur de l'Union. Oui, une faille, c'est le mot. Et l'épicentre, il est très clair. C'est cet affrontement devenu presque public, brutal même, entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni. Alors la question c'est, est-ce qu'on assiste à une fracture irréparable entre deux visions de l'Europe qui ne peuvent plus coexister ? C'est toute la question. Ou alors, est-ce que, comme certains le disent, Meloni n'a pas déjà en quelque sorte gagné la bataille de l'image en accusant Paris d'impérialisme moral ? L'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'aller au fond des choses, de décrypter cet affrontement avec les infos qu'on a. Oui, la gravité, elle est palpable. Le dernier sommet européen, finalement, ce n'était que la partie visible, la scène publique d'un drame qui couvait en fait depuis pas mal de temps. Et les mots de Giorgia Meloni, ils ont résonné très fort et ils sont précis. Elle critique vivement cette vision technocratique imposée d'en haut selon elle. Elle dénonce un piétinement des intérêts des peuples souverains. Des mots forts. Très forts. Et plus directement encore, elle cible Paris et Berlin, en affirmant que l'Europe serait dirigée depuis Paris et Berlin. C'est une attaque frontale contre l'axe traditionnel du pouvoir européen. C'est une rupture claire avec la diplomatie habituelle. Exactement. Et quand une fracture comme ça apparaît au grand jour entre deux membres fondateurs, deux poids lourds économiques, l'onde de choc est forcément énorme. Il faut vraiment pas prendre ça à la légère, stratégiquement parlant. D'autant que ce qu'on entend des coulisses qui filtrent, ça semble confirmer cette tension extrême. L'image de Meloni qui menace de quitter la salle du Conseil, ça marque les esprits. Absolument. Est-ce que Paris a peut-être manqué de prudence, a sous-estimé la détermination de Rome sur des sujets aussi sensibles que le pacte migratoire, par exemple, ce plan européen sur l'accueil des migrants que Rome juge complètement déséquilibré pour ses propres côtes ? C'est une possibilité, oui. Comment on lit cette approche française ? C'est perçu comme de l'arrogance, une tentative d'imposer un agenda ou juste une mauvaise lecture de la situation ? Mais les récits qui sortent de ces réunions à huis clos, ils décrivent une ambiance vraiment électrique. Des sources dans plusieurs délégations parlent d'échanges très très vifs. Ah oui. Le reproche du « deux poids deux mesures », ça semble avoir été central. D'un côté, Rome a l'impression qu'on accorde des facilités, même des aides importantes, aux industries françaises via des plans européens. Et de l'autre, on lui impose à elle, l'Italie, des restrictions, des contraintes budgétaires. En somme, Paris jouerait pour son propre camp. C'est l'accusation, jouer avec les règles communes à son avantage, tout en demandant aux autres de faire des efforts. Il y a une phrase qui circule beaucoup, attribuée à Meloni, et qui résume bien cet état d'esprit. Ce n'est pas à Paris de dicter l'avenir de l'Europe. C'est une déclaration d'indépendance, presque. Oui, c'est un défi lancé clairement. Et ce n'est pas sorti de nulle part. On se souvient, il y a quelques mois, en avril 2025, de cet épisode tendu sur la réforme énergétique. Tout à fait. L'Élysée poussait une réforme que l'Italie voyait comme très dangereuse pour son économie, et Meloni avait déjà utilisé des mots très durs. Elle avait parlé de colonialisme bureaucratique. On sentait déjà la méfiance là. Oui,
On sentait que quelque chose se préparait. La différence, maintenant, c'est l'escalade. La rupture est quasi consommée, en tout cas publiquement. Et au-delà des mots, il y a eu ces fameux extraits audio qui ont fuité. Ah oui, ça. On ne sait pas exactement d'où ils viennent, mais personne ne semble contester qu'ils soient réels. Et ce qu'on entend, c'est un ton glacial, une communication qui semble totalement rompue entre Macron et Mélanie au moment clé du sommet. Ce n'est plus juste un désaccord politique alors. Non, là, ça touche au personnel, à l'institutionnel. C'est une méfiance profonde qui s'est installée au plus haut niveau. Une rupture de dialogue de cette ampleur entre Paris et Rome, franchement, ça fait des décennies qu'on n'avait pas vu ça. Et cette rupture, elle a forcément des conséquences politiques immédiates, pas seulement en Europe, j'imagine. En France aussi, on sent comme un isolement qui guette Macron. Pas juste face à Mélanie, mais peut-être au Conseil européen, plus largement. Oui, l'isolement est une menace réelle. Et en interne, ça bouge aussi. On entend parler de fissures dans la majorité présidentielle. Des députés qui hésitent, qui trouvent la ligne européenne trop dure, trop conflictuelle. C'est ce qui remonte, oui. Est-ce que ça fragilise le leadership français? Est-ce qu'on craint un effet domino si l'Italie, par exemple, commençait à bloquer certaines coopérations importantes? Disons que l'Élysée navigue en eau très agitée sur le plan diplomatique. Certains conseillers, anonymement bien sûr, reconnaissent que ce clash avec Rome, ça a ouvert une brèche, pas seulement dans la relation franco-italienne, mais aussi dans la crédibilité de la stratégie européenne de Paris. Et ça a des répercussions en France même. Oui, des voix commencent à s'élever au sein même de Renaissance, le parti présidentiel, pour critiquer une approche jugée contre-productive. Certains parlent même d'humiliation des partenaires. Sur le plan diplomatique, c'est devenu très complexe. Berlin essaie de jouer les médiateurs, mais sans grand succès pour l'instant. Varsovie, de son côté, soutient Rome discrètement, mais clairement. Il partage certaines critiques sur la gouvernance. Et les États-Unis dans tout ça? Washington regarde ça avec une certaine prudence stratégique. Visiblement, ils ne sont pas ravis de voir le front européen se fissurer comme ça, surtout en ce moment. Sans parler des risques économiques. Exactement. Une paralysie institutionnelle due à ce désaccord, ça pourrait fragiliser toute l'architecture économique de la zone euro. Et elle est déjà sous pression avec l'inflation, les problèmes structurels. Et pendant ce temps-là, pendant ces joutes dans les palais luxueux, comme disent les critiques, oui, l'expression est parlante. il y a un décalage énorme avec ce que vivent les gens au quotidien. On entend parler de coupures d'électricité ici et là, l'inflation qui pèse toujours autant. Mélanie, finalement, elle ne fait pas que surfer sur cette colère populaire, une colère qui va bien au-delà de l'Italie d'ailleurs, contre des élites jugées déconnectées. C'est certain qu'elle capitalise là-dessus. Quand on voit la popularité des hashtags comme hashtag Macron isolement ou hashtag Mélanie résiste, hashtag Europe fracturée, ça montre bien qu'il y a un fossé, non ? C'est un point absolument essentiel. L'impact sur le terrain, on ne peut plus le nier. Dans les quartiers populaires, que ce soit à Marseille ou à Palerme, les gens racontent les mêmes difficultés. L'électricité qui saute, les prix de la nourriture qui explosent. Les fins de mois difficiles. Voilà. Et dans le monde rural, c'est une autre forme de détresse. Les éleveurs, dans le Piémont comme dans le Limousin, ils se sentent écrasés par les normes. Les normes de Bruxelles, environnementales, sanitaires, des normes que Mélanie dénonce comme excessives. Et que Paris continue plutôt de défendre. Exactement. Et cette divergence sur des choses aussi concrètes, ça nourrit un ressentiment profond. L'impression que les décisions prises là-haut, à Paris ou à Bruxelles, ne tiennent absolument pas compte de ce qu'ils vivent. Et ça ne touche pas que les agriculteurs, j'imagine. Ah non, loin de là, le tissu des PME, des artisans, des commerçants, il souffre énormément. On voit des fermetures en série, en Italie comme en France, à Turin, à Brest, à Avignon, partout. Étranglés par les coûts, par la baisse de la consommation. Et l'industrie ? Pareil, des usines qui ferment, qui délocalisent, parfois même vers d'autres pays européens moins contraignants, que ce soit à Lille, près de Naples ou du côté de Reims. Ce paysage de désindustrialisation qui avance, certains n'hésitent plus à parler de suicide industriel programmé. Des mots très forts, encore une fois. Oui, et Mélanie s'en fait l'écho. Elle accuse ce modèle économique dont Macron serait, à ses yeux, l'un des garants européens. C'est vraiment cette opposition sur la vision économique et sociale qui est au cœur du clash. Et cette accumulation de problèmes, ce sentiment d'être laissé pour compte, est-ce que ça se traduit par des tensions sociales plus visibles, plus organisées ? Le malaise n'est plus juste sous-jacent, il éclate. On voit de plus en plus de mouvements sociaux, souvent spontanés, en dehors des syndicats classiques, des blocages de routes, de dépôts, on en a vu à Naples, à Toulouse, même près de Liège en Belgique. Et dans les campagnes aussi ? Oui, en Sardaigne, dans les Ardennes, la colère monte, nourrie par ce sentiment que personne n'écoute, ni Paris, ni Bruxelles. D'ailleurs,
Les syndicats sentent cette pression et préparent des mobilisations qui pourraient être importantes à la rentrée. Et puis, il y a ce sondage dont on a parlé. Ah oui, ce sondage qualifié d'explosif. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 68% des Européens interrogés pensent que l'UE traverse une crise de légitimité profonde. Plus des 2/3. Oui, 61% jugent que la France telle qu'elle est dirigée aujourd'hui n'est plus crédible pour parler au nom de tous. Et près de 6 sur 10, 59%, souhaitent une refonte majeure de l'architecture politique européenne. C'est un désaveu massif. Cette idée que la France aurait perdu une part de sa souveraineté, qu'elle serait en servitude volontaire, pour reprendre une expression qui circule, y compris chez Mélanie. Oui, c'est un thème fort de son discours. Est-ce que Paris est perçu comme un simple exécutant de décisions prises ailleurs, à Bruxelles, sous influence allemande ou par des lobbies? Il y a ce chiffre qui circule, assez glaçant, plus de 100 milliards d'euros de fonds publics qui seraient réalloués d'ici fin 2025 vers des structures supranationales. Un chiffre controversé, mais qui marque les esprits. Pendant ce temps, on voit bien la dégradation de certains services publics chez nous. Des écoles qui ferment à Reims, des hôpitaux saturés à Marseille, Nancy, Clermont-Ferrand, des routes en mauvais état. Ça pose crûment la question des priorités, non ? C'est exactement cette discordance qui nourrit la critique. Les institutions européennes, vues de loin, elles apparaissent comme paralysées, déconnectées, presque à bout de souffle. Et dans ce contexte, l'affrontement Macron-Mélanie, ce n'est plus juste une querelle de personnes ou un problème entre deux pays. Ça devient le symptôme visible d'un problème institutionnel bien plus profond, d'une crise de confiance dans le projet européen actuel. Macron se retrouve isolé en défendant la ligne actuelle. De plus en plus, oui. Il a du mal à rassembler en Europe comme en France. Et à l'inverse, Mélanie, avec sa posture de rupture, de défense des intérêts nationaux, eh bien, elle marque des points auprès d'une opinion publique européenne de plus en plus sceptique. Et cette date, du 10 septembre 2025, on en entend beaucoup parler. C'est une sorte d'échéance, un symbole, ou plus que ça? Oui, cette date, le 10 septembre 2025, elle revient avec insistance dans certains cercles. Comme un compte à rebours, une date butoir pleine d'incertitudes. Les spéculations vont bon train, évidemment, alimentées par des fuites, des rumeurs. D'une annonce choc de Rome, un retrait partiel de certains mécanismes européens, d'un risque de crise bancaire déclenché par ces tensions. Honnêtement, personne ne sait vraiment. Mais l'ambiance est tendue. Très tendue. Le sentiment qui domine, dans les coulisses comme chez les observateurs, c'est que l'équilibre actuel est devenu très précaire. On a l'impression d'être sur une corde rade, au bord de la rupture. Les diplomaties s'activent pour essayer de calmer le jeu, mais l'impasse politique et la profondeur des désaccords rendent l'issue très incertaine. Donc, si on essaye de prendre un peu de recul... Oui, il le faut. Ce que cette confrontation Macron-Mélanie révèle, ce sont vraiment des lignes de faille profondes qui traversent l'Europe. D'abord, c'est un choc entre deux visions incompatibles. Le souverainisme de Rome, qui privilégie l'intérêt national et se méfie des transferts de pouvoir. Et l'intégrationnisme, plus traditionnel à Paris, qui mise sur une Europe plus forte? Exactement. C'est aussi l'opposition de plus en plus nette entre une gouvernance jugée technocratique, distante, et une volonté populaire qui se sent moins écoutée, moins représentée par Bruxelles. C'est la structure même de l'UE qui est questionnée. Au fond, oui. Au-delà des personnes et des jeux politiques, c'est la fragilité même du système européen qui est exposée au grand jour par cette crise. L'avenir de la construction européenne, telle qu'on la connaît, il paraît aujourd'hui bien plus incertain qu'avant. Alors, il reste cette question un peu vertigineuse, cet affrontement spectaculaire entre Paris et Rome. Est-ce que c'est la fin d'un certain ordre européen, celui qu'on a connu pendant des décennies, ou est-ce que c'est l'accouchement douloureux d'autre chose, d'une nouvelle ère pour l'Europe, mais dont on ne voit pas encore les formes? Quel avenir pour un continent tiraillé comme ça, entre les ambitions de Paris et la défiance qui monte de Rome, mais pas seulement de Rome? Ça laisse songeur sur ce que tout cela implique pour le projet européen et pour nous tous finalement. Si Macron continue ainsi, la France finira tôt ou tard par être classée parmi les pays pauvres. Regardez ce qu'il a fait.